Et les nœuds topologiques, c'est des plongements de cercles. Alors, ça s'appelle des chaînes s'il y a plusieurs cercles. Et ce qui est remarquable, c'est que Lacan appelle le nœud borroméen une chaîne. Mais ça m'a donné l'idée de faire une théorie des nœuds propres, c'est-à-dire fait d'un proprement dit, comme dirait Conway. C'est Conway en 1955 qui, quand il écrit, il introduit son polynôme de Conway, il parle des nœuds proprement dit d'un seul fil. Moi, je ne crois pas beaucoup au sens propre des mots, de la langue, enfin. Et donc, les chaînes sont, quand Lacan dit nœud borroméen, c'est un nœud improprement dit. Mais on peut très bien tolérer, supporter cette incartade, puisque justement, il n'y a pas de sens propre. Et il y a une autre raison d'appeler cette chaîne une chaîne borroméenne, parce que il s'est révélé qu'avec le temps, avec la pratique des dessins, moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte, c'est un problème même que j'ai écrit au tableau quand je suis intervenu dans le séminaire Lacan, c'était pas du tout pour moi évident, la relation qu'il pouvait y avoir entre le nœud trèfle et le nœud borroméen, la chaîne borroméenne. D'ailleurs, j'ai posé dans cet exposé la question de savoir quel lien qu'il pouvait faire, quel était le parcours qu'avait pu faire Lacan entre les surfaces non orientables, comme la bande de Mobius, et puis, à l'autre extrémité du tableau, j'ai mis ce fameux nœud borroméen. Bon. Et puis, ce sont des choses qui sont éclairées par le travail, c'est-à-dire par la pratique des dessins, le commentaire, les cours, et aussi des groupes de travail, des cartels. Bon, c'est même allé assez vite après, à partir de... Parce que cet exposé, c'était 78. Disons que ça a encore un peu traîné. Moi, j'ai eu encore le sentiment un peu de traîner les pieds jusqu'en 85, mais à partir de 85, ça s'est développé d'une manière assez surprenante et exponentielle. Mais aussi sur le plan de la logique, parce que ce qui a déclenché on peut appeler ça le ruissellement, le fait que les résultats se produisaient, c'est un événement qui était la construction d'une négation spéciale en logique, à laquelle je reviens, vous voyez, en parlant des nœuds logiques. Alors, qu'est-ce qu'un nœud? Pourquoi il y a des nœuds topologiques qui sont des plongements d'un rond, de plusieurs ronds à la rigueur? Plongement, ça veut dire qu'on met un objet dans un espace de dimension plus grand. Et plongement, ça veut dire que la transformation de l'objet initial, le rond, les ronds, qu'on plonge dans l'espace, la fonction mathématique qu'on emploie, elle est injective. Si elle n'est pas injective, ça ne s'appelle pas un plongement, ça s'appelle une immersion. Alors les nœuds, l'intérêt des nœuds, c'est que on va frôler l'immersion tout le temps, mais on travaille avec des nœuds plongés, des cercles plongés, des nœuds qui valent comme plongement. C'est-à-dire que l'objet plongé, qu'est-ce que ça veut dire injectif? Ça veut dire que chaque point de l'objet initial, de la source, il lui correspond un point dans l'image, mais que deux points de l'image ne sont jamais images du même point de la source. C'est-à-dire que vous avez toujours un point de la source correspond à un point dans l'image,
et vous n'avez pas d'images qui sont l'image de deux points différents dans la source. Ce qui au contraire, c'est ce qui se produit avec l'immersion. Et là, récemment, un membre de l'école, de cette petite école, de cette association qui s'appelle Encore, m'a écrit pour m'interroger sur le cross-cap et l'homotopie avec les nœuds. Il s'agit effectivement de transformations d'immersion, qui sont forcément beaucoup plus souples que les transformations de plongement. Puisque dans l'immersion, du fait qu'un point peut être l'image de deux points distincts, ça veut dire qu'on peut faire se traverser les cordes. Puisqu'au moment de la traversée, quand une corde traverse une autre corde, il y a un moment où il y a deux points qui se confondent dans le croisement. Il n'y a plus un dessus-dessous, mais il y a un croisement immergé. C'est comme ça qu'on parle. Dans Bourbaki, ils ne sont pas très contents de cette expression plongement et immersion. C'est un des exemples qu'ils prennent pour dire que bien souvent, c'est une des choses que d'ailleurs a traité Badiou dans la question du sujet, que les mots des mathématiciens, les noms, les métaphores qui ne sont pas des métaphores, qui vont devenir des définitions précises, qui ne sont plus du tout des métaphores, mais le choix des noms, et des fois on s'aperçoit avec le temps que ce n'est pas très bien choisi. Bon, ça c'est ce que disent les mathématiciens. Badiou, lui, c'est pas mal ce qu'il dit, c'est que de toute façon, si on a choisi ces noms, il y a des raisons. Et ça conserve quelque chose quand même de la façon dont on a approché le truc. Bon, donc plongement et immersion, il faut distinguer ça. Enfin, si vous voulez des précisions là-dessus, il faut me le dire, parce que je peux vous donner des explications si vous voulez plus de précision. Mais les nœuds, ce sont des plongements de cercle. Donc, ça c'est les nœuds topologiques. Et les nœuds logiques, ce sont des nœuds qui sont des plongements de la logique classique dans une logique plus vaste, dans une algèbre de boules plus vaste. C'est parce que je commence la logique modifiée des nœuds logiques, cette modification, ce plongement, va se prolonger jusque dans le calcul des prédicats quantifiés, la quantification, la théorie des ensembles. Mais c'est dans le calcul de la coordination que commence cette modification. Puisque la coordination, c'est un métalangage, c'est un langage de commentaire. C'est un commentaire du calcul des prédicats quantifiés. Puisque les formules prédicatives quantifiées peuvent être composées entre elles, puisque ce sont des propositions, que les variables soient instanciées ou qu'elles soient quantifiées, vous avez des propositions, et là vous avez des propositions qui vont se coordonner par ces conjonctions de coordination. Bon, c'est pour ça que c'est une des raisons, enfin c'est pas la seule, mais c'est une raison un peu faible, qui fait que, comme je vous le disais la semaine dernière, Łukasiewicz a parlé du calcul des propositions, en nommant ce calcul par les objets de ce calcul, au lieu de l'appeler, comme je propose de le faire, calcul de la coordination, en nommant ce calcul par les transformations, les opérations qu'il accomplit. Vous voyez, on passe de la coordination à la proposition en s'intéressant à ce qui est coordonné par la coordination. Vous avez deux types d'objets. Vous avez, comme toujours en mathématiques, c'est ce qui va donner des catégories, vous avez des objets et des flèches. Ça peut être des couples d'objets, et un couple d'objets, vous pouvez faire correspondre par une flèche, une connexion, il y aura un connecteur qui va connecter les deux lettres. Et la négation, par exemple, c'est un connecteur lunaire, donc à un objet, on fait correspondre un autre objet par une flèche. On voit bien que les connecteurs sont de l'ordre des flèches et que les propositions sont de l'ordre des objets.
Mais ce qui me fait, comme je vous l'ai expliqué, changer de vocabulaire, c'est aussi le fait que c'est très compliqué pour les étudiants qui ne comprennent pas tout à coup qu'il y a dans le système d'écriture des prédicats quantifiés, il y a aussi une autre coordination qui est la coordination des concepts ou des prédicats, ce qu'on les appelle, ce sont des concepts de philosophie, mais on les appelle, depuis Kant surtout, on parle de prédicats. On a retenu, au lieu de retenir le concept sujet, le concept prédicat dans les énoncés catégoriques d'Aristote, on a retenu le mot prédicat pour parler des concepts. Tout ça, parce que tout ça n'a pas beaucoup bougé, comme le dit Kant, la logique est sortie toute faite de la tête d'Aristote, et il pensait qu'il n'y avait rien à changer à ça, il n'y avait rien à faire. Ce qui montre qu'une fois de plus, la philosophie a une fonction de tutelle sur la mathématique, puisqu'on n'a pas mathématisé, comme Descartes a pu mathématiser la géométrie, l'algébriser après la coupure galiléenne. Il faut attendre la coupure hegelienne pour que Boole arithmétise et algébrise la logique, la syllogistique. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il voulait faire une arithmétique nouvelle de la syllogistique. Donc j'ai esquissé ces choses pour vous dire que je parle de nœud logique et de logique classique parce que dans mon propos, la logique classique est devenue quelque chose d'extrêmement précis comme système d'écriture. C'est un système d'écriture. Il y a encore quelques problèmes chez quelques logiciens du XXe siècle, mais on peut dire que arrivé déjà Quine dans les années 50, il est très proche d'être arrivé dans les méthodes de logique. Il y a d'autres problèmes logiques, bien sûr, mais en ce qui concerne la construction des systèmes d'écriture et les méthodes qu'on emploie pour résoudre les problèmes qui peuvent s'écrire avec ces systèmes d'écriture. Pour avoir un problème, il faut avoir un système d'écriture dans lequel ça s'écrit. C'est ça un problème mathématique. C'est un problème qui apparaît dans l'écriture, qui se formule, qui se construit, qui s'écrit, et qui n'a pas toujours des solutions. Des fois, justement, il faut ajouter des lettres pour trouver des solutions à des problèmes qui n'en ont pas, sans ça. C'est ce que dit Lacan, d'ailleurs. Dès le séminaire 2, il dit la mathématique, c'est pas la puissance de la pensée, ça c'est juste bon pour les enfin, je veux dire, les prétentieux. La mathématique, c'est introduire une nouvelle lettre dans un texte, à un endroit, de manière à pouvoir obtenir une solution qui n'est pas concevable et qu'on ne peut pas écrire sans ce caractère supplémentaire. Et il évoque, vous voyez, depuis le radical qui a été introduit beaucoup plus tard, mais la racine carrée de du 2, par exemple, la diagonale du carré, on les a appelés rationnels parce qu'ils n'étaient pas des fractions. Tout ce qu'on savait, c'était que ce n'étaient pas des fractions. Mais on ne savait pas bien les écrire. Donc on a inventé un caractère, c'est une espèce de V, comme ça, que vous avez sans doute rencontré. Et puis ensuite, vous avez les imaginaires de l'époque classique. Là aussi, vous voyez, c'est scandé par les scansions philosophiques. Vous avez, chez les Grecs, vous avez un type d'objet qui va nécessiter une nouvelle écriture. Et bien, à l'époque classique, vous allez voir apparaître un peu plus tard que Descartes, vous allez avoir. Descartes, lui, il a introduit la puissance 2. Il a pris l'arithmétique de Viette, c'est-à-dire l'algèbre de Viette. Viette, c'est l'inventeur de l'algèbre. François Viette, il était comptable de Henri IV, on appelle ça le ministre des Finances, et il a, pour des raisons de commodité, pour calculer, pour faire de la comptabilité, il a inventé une écriture qui est devenue l'algèbre. Et Descartes, lui, il a repris ça à son compte et il a ajouté des choses comme, par exemple, la puissance 2, le carré, le produit de x par x, il écrit x2. Bon, vous avez comme ça
ça, et donc on a des nombres dits imaginaires et qui vont devenir des nombres qu'on va aussi appeler complexes. C'est un petit peu différent, enfin, parce qu'il y a des imaginaires purs. Il y a un nombre qui est I, qui est la racine carrée de moins 1. Comment un nombre négatif peut-il être le carré de quelque chose? Oui, c'est ça les nombres complexes. Comment 2x égale 0 sans que x égale 0? Non, non, c'est pas seulement ça. C'est pas là vous êtes en train de parler de boules, ce qu'on a écrit au tableau la semaine dernière. Non, non, là il s'agit de voir que vous avez un nombre qui au carré égale moins 1. Alors c'est quand même inimaginable si, parce qu'on a des préjugés, c'est inimaginable. C'est pas inimaginable, on va voir qu'on l'imagine très bien et qu'on peut l'écrire proprement. Mais pendant longtemps, on a pensé que c'était impossible pour des raisons de définition. Regardez. C'est ça qu'il faut faire. C'est bien définir les choses pour se rendre compte que premièrement, c'est impossible et qu'ensuite, ça devient possible, mais compte tenu d'une contribution qui va conduire à ajouter un objet, comme I. I2 égale moins 1. Bon. Si vous n'avez pas cette notion, je ne vois pas ce que vous pouvez faire de l'objet petit a dans la psychanalyse. Lacan appelle, il y a un objet dans la psychanalyse qui s'appelle l'objet petit a. Si vous n'avez pas l'idée que, a priori, ça doit d'abord être construit comme quelque chose qui va, comme un problème, et c'est l'introduction de cette lettre qui va permettre de résoudre le problème littéralement. Donc ça n'a rien à voir avec du sens. C'est une question de... C'est pas la syntaxe de la langue, c'est une autre syntaxe. Et moi, je ne prétends pas réduire l'écriture mathématique, loin de là, au système d'écriture connu, qu'on appelle les systèmes formels, bien que les systèmes formels, Smolian est un grand spécialiste des systèmes formels, et c'est un titre formidable. Mais, alors, Badiou, encore lui, qui était malin, il a lu le système formel de Smolian, et puis il a fait un article dans le numéro 10 des cahiers pour l'analyse, où il fait une critique de Lacan. Bien sûr, il faut déboulonner un peu les idoles. Enfin, ça me paraît un peu... C'est-à-dire qu'il confond forcément entre Lacan, qui est inaccessible pour lui, et puis son copain, je ne sais pas si c'est un copain, son corélégionnaire de l'école normale, qui était élève d'Althusser, qui est devenu quelqu'un dans la psychanalyse, qui a beaucoup de problèmes avec la mathématique et qui s'intéresse, dit-il, spécialement, justement, principalement à la logique. Moi, il m'a dit, chez lui, comme ça un jour, il me dit, vous savez, moi j'ai plus de livres de logique dans ma bibliothèque que de livres de psychanalyse. Mais pour ce qu'il en fait, ça ne nous avance pas beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on n'en fait plus rien, tout ça. Bon, il faut voir que la psychanalyse, dans quel état elle est. Elle est rendue le prochain grand projet, c'est le manuel d'usage de la psychanalyse, le DSM-5 en langage freudien, soi-disant, mais traduit en français via l'anglais. Enfin, tout ça passe. Paraît-il, il faut faire ce genre de travail parce que si on ne fait pas ça, le vocabulaire de Freud risque de tomber en désuétude et de devenir ésotérique. Ben, en faisant un truc comme ça, on le rend absolument ésotérique parce que, vous voyez, il n'y a pas le souci d'avoir une définition et de même d'avoir un problème. Avant de comprendre, il faudrait d'abord voir que ça correspond à une difficulté, construire la difficulté et voir que l'introduction d'une lettre nouvelle, par exemple, une lettre comme donc ensuite, vous voyez, il y a I, il y a donc le radical, il y a I. Vous avez de cette manière-là, c'est un logicien de Louvain qui lui a parlé des insensés. Et il a introduit un nouveau type d'écriture que René Guittard a repéré en logique, justement. Il y a les irrationnels des Grecs, les imaginaires des classiques. Et bien, parlons maintenant
après Boole et après tous les magnifiques constructions des logiciens du 19e et du 20e siècle, parlons des insensés. Et il dit c'est toujours comme ça paraît insensé à première vue, parce qu'on a des préjugés, mais finalement, ça résout par l'algèbre. C'est pas que de l'arithmétique. Et alors, c'est justement ça qui fait que la logique, vous voyez, elle n'a pas la même fonction, en particulier en ce qui concerne les nœuds logiques et les nœuds topologiques, que la topologie, parce que l'algèbre, elle reste liée à ce logocentrisme occidental qui est fasciné par l'alphabet. L'alphabétisation. Moi, je tiens que l'alphabétisation, la langue alphabétique, avec tout ce que ça traîne comme préjugé, ça détourne de la lecture, ça rend illettré. Et l'alphabétisation profite à l'illettrisme. Parce que ce qu'il faudrait accepter, justement, et c'est là que nous conduit Lacan avec les nœuds, c'est passer de cette écriture algébrique qui est venue, l'algèbre est venue avec Viette de l'arithmétique, et cette arithmétique, c'était l'écriture des nombres, et vous voyez bien que parmi les milliers de systèmes de numération qui existent dans le monde, vous avez un livre au Seuil, un livre épais comme ça, d'une dame qui a fait une enquête sur tous les systèmes d'écriture des nombres, tous les systèmes de numération qu'elle a pu trouver en anthropologie, c'est un travail d'ethnologue et d'anthropologue. On compte toujours avec les parties du corps. On compte avec les doigts, mais pas seulement, avec les os du poignet. On a des systèmes, on a des centaines de systèmes de numération qui sont toujours liés au corps, à des morceaux de corps, à des parties de corps. Et puis il y a l'écriture romaine, qui est très mal pratique, que vous connaissez, les chiffres romains. Il y a des doublons, il y a des manques, et puis il faut toujours ajouter des nouvelles lettres. Alors voilà, vous voyez, c'est là qu'on va voir que le système de numération par position, des Indiens et des Arabes en particulier, eh bien, avec un nombre fini de lettres, vous avez par exemple en système décimal, vous en avez 10, mais vous pouvez écrire à partir de 2, vous pouvez, c'est avec l'algèbre de Boole, vous pouvez écrire tous les nombres d'une manière unique et sans défaut, disons, ordinal. Ça veut dire que ça correspond bien à ce qu'on appelle les nombres ordinaux, c'est-à-dire ceux qu'on utilise à partir du moment où on compte. Mais les enfants, eux, ils découvrent les nombres cardinaux avant. Et les cardinaux, chez les enfants, un peu, c'est du chinois, parce qu'on ne voit pas très bien comment on peut parler de nombres si on ne sait pas compter, mais pourtant si. Les nombres, voyez-vous, c'est... On pourrait écrire ça comme ça. Il y a une question un petit peu une question énigmatique. Hein, il s'agit d'une négation de l'ombre. C'est-à-dire que un enfant, il va connaître 2, il va connaître 7, par exemple, de la même manière que dans son quartier, il connaît Jules, Fred ou Mélanie, ou que vous-même, dans votre quartier, si vous allez au bistrot du coin, au bout d'un moment, vous savez qu'il y a un type qui s'appelle Pierrot. C'est parce que c'est dans la onda, comme on dit en espagnol, c'est dans l'air, c'est dans la rumeur. Et d'ailleurs, ça relève des incorporels, de ces choses qui se captent quand on pratique, quand on est sujet du discours, et qui permettent de comprendre les mots d'esprit, par exemple les blagues, et même les noms. Donc les cardinaux sont introduits dans la langue avant les ordinaux. Et curieusement, si vous prenez la théorie des ensembles de Cantor, axiomatisée, vous allez voir que vous allez construire, avant de pouvoir construire des cardinaux, vous allez construire des ordinaux, c'est-à-dire les ensembles ordinaux finis, qui vont ensuite faire découvrir un ensemble infini. Si on veut l'introduire, l'F0, c'est l'ensemble. Alors, vous voyez, il y a une très jolie équivoque en langue française, c'est que les nombres entiers sont tous infinis. Alors, vous pouvez l'entendre, les nombres entiers
chaque nombre entier, et c'est vrai que tous sont infinis, à ce moment-là, c'est faux ce que j'ai dit. Parce qu'au contraire, tous les nombres entiers sont finis. Et si vous utilisez tous les nombres entiers pour parler de l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire la collection infinie des nombres entiers, oui, la collection des nombres entiers est infinie. Hein, même Lacan insiste pour dire que c'est le plus simple réel. Le réel, c'est l'impossible, et c'est le plus simple réel le premier réel que la science a découvert. Le plus grand nombre entier ne peut pas s'écrire. Et c'est facile à démontrer, à partir d'une définition. Hein. Il faut prendre les axiomes de Peano, vous avez le zéro et puis le successeur, et si vous créez une relation d'ordre entre les différents successeurs du zéro, si un nombre est un successeur d'un autre nombre, vous avez comme ça une relation d'ordre, et vous voyez bien que si vous voulez construire le plus grand nombre entier, vous pouvez l'écrire, et si vous écrivez ce nombre entier, d'après les axiomes de Peano, il a un successeur, donc il n'est pas le plus grand. Donc les entiers sont pas, les nombres entiers sont tous finis, et tous ceux dont on pourra traiter sont toujours finis, s'ils sont entiers. Mais leur nombre est infini, et le plus grand d'entre eux ne peut pas s'écrire. Hein, puisque, en tant que nombre entier, ils sont des successeurs de 0. C'est 0 plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Voilà. Donc voilà une chose très simple qui permettrait de bien tenir la corde quand on parle du réel avec Lacan. C'est dans le discours de la psychanalyse tel que Lacan le formule, le tient, le soutient, le construit. Mais enfin, chez Lacan, si vous lisez Lacan, vous verrez que parce qu'il y a toute une choucroute sur le père réel, vous voyez, le père imaginaire, le père symbolique, le père réel, le nom. Tout ça n'étant absolument pas construit comme des problèmes qui seraient des problèmes qu'on peut résoudre, et de ce fait, avec cette méthode, on peut tenir un discours qui se tient, qui est enchaîné. Hein, c'est là que la notion de chaîne va apparaître en tant qu'elle représente l'effectivité de quelque chose d'effectif qui tient. Quand on tire dessus, ensuite on peut tirer dessus dans tous les sens, ça tient. Et c'est ça qui fait, c'est ce que moi j'appelle effectivité, et que j'oppose à la réalité qu'on devrait nous imposer, surtout encore de plus en plus, enfin, mais c'est pas seulement du fait de l'influence du cercle de Vienne et du logico-positivisme. Même avant Russell, il faisait déjà du logico-positivisme. Bertrand Russell. Bon. Donc la question de l'effectivité, en allemand, vous verrez ça au début des écrits, Lacan parle assez vite dans ses antécédents, il souligne cette différence chez Freud entre Realität en allemand et Wirklichkeit en allemand. Et le Wirklichkeit, c'est ce que je propose de traduire par ces deux manières de parler de la réalité. Il y en a une qui s'appelle effectivité. Si on fait quelque chose effectivement, peut-être qu'il y a du mensonge. Mais pourquoi le mensonge ne serait pas lui-même effectif? C'est pas... Le mensonge, c'est bien lié au fait de dire. Et ça a une effectivité, le fait de dire. C'est même la fonction phallique, par excellence, c'est-à-dire ce que l'enfant très tôt prend pour une posture sexuelle chez l'adulte. Le fait de parler, le fait de dire, ressemble à une posture comme dans le mimétisme animal pour déterminer le territoire. Bon, donc il faut revoir tout ça. Et alors, l'ennui avec les nœuds logiques, c'est que, vous voyez, les nœuds logiques, j'ai écrit plus petit, comme ça. J'ai écrit 0,1. À partir de 0,1, vous pouvez construire toute une algèbre linéaire qui s'appelle l'algèbre de Boole, mais qui est un développement de Z2 à partir de ces deux nombres, du couple 0,1. Donc, et puis c'est ça qui va donner des nœuds logiques que je propose d'appeler UV. Ça, c'est les nœuds logiques.
Et ici, c'est topologique. Eh bien, ici, le plus compliqué, c'est le nœud trivial. Ce nœud-là. Hein, ici, c'est la logique classique. Il y a un développement formidable. Hein. On peut le spécifier, ce nœud, pour que les autres soient des nœuds, il y a une spécification de celui-là qui est nécessaire et qui est très importante pour la psychanalyse, puisque c'est la fonction, avant même l'aliénation entre le 0 et le 1, qui n'est pas seulement l'implication matérielle, mais le vel aliénant, c'est-à-dire la différence symétrique et la conjonction de l'implication, le 0 implique 1. Vous avez une relation entre les deux, mais c'est très important pour la psychanalyse parce que ça veut dire que 1 n'implique pas 0. C'est ça le vel. La bourse ou la vie, Lacan, on va dire le faux ou le vrai, et tout ce qu'on dit est vrai. Donc il y a une aliénation. Le sujet, l'enfant très tôt, il se rend bien compte qu'il y a quelque chose. L'aliénation première, ça va être le trauma. Les parents ne s'intéressent absolument pas au fait de dire. Ils parlent comme si tout ce qu'ils disaient n'avait pas d'importance. Mais surtout, en s'intéressant au sens de ce qu'ils disent, ils veulent dire quelque chose, mais ils ne s'intéressent pas au fait de dire. Et le fait de dire a une fonction d'autorité qui tient au fait que 1 n'implique pas 0. Donc quelque chose qui est dit, n'est-ce pas, est nécessairement vrai. Et ça a toutes sortes de conséquences logiques. Bon. Donc j'attire votre attention quand même que, en ce qui concerne les nœuds logiques, la difficulté, elle est là. Ici, la logique classique, c'est véritablement un chantier qu'il faut parcourir. Je dis, on peut le parcourir aujourd'hui. Donc, parce que là, je le prends à la hauteur du calcul de la coordination. La coordination, c'est le calcul. Ça va être le calcul de Boole. Je vous ai expliqué la semaine dernière. J'ai commencé à vous expliquer comment se fait-il que Boole, qui voulait mathématiser la syllogistique qui rentre dans le calcul des prédicats quantifiés, hein, qui est une partie, comme on le voit dans le diagramme de Peirce, par exemple. Si vous avez lu le séminaire sur l'identification, là, quand on cite le diagramme de Peirce, et Peirce, il a introduit les canteurs, justement. Il a introduit la nouvelle écriture de la syllogistique. Mais Boole, il a employé une autre écriture qui est plus algébrique et qui n'a pas ce caractère énigmatique pour certains de Cantor, qui est une lettre qui a été introduite par... ça a été introduit par Peirce. Hein. Frege, comment il écrivait ça, Frege? Il écrivait ça comme ça. Vous voyez, il mettait X ici, et puis là, il mettait une expression d'arithmétique, par exemple, pour faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Merci. Par exemple, 2x égale 0. Quel que soit x, 2x égale 0. Peirce, il va écrire ça comme ça. Quel que soit x, 2x égale 0 dans une parenthèse. C'est-à-dire que Peirce, il va faire rentrer ce qui était une idéographie dans la marge. Vous voyez, il y avait une marge. Qu'est-ce qu'il faisait, Frege? Il voulait écrire l'arithmétique et il voulait mettre dans la marge une idéographie qui permettrait de spécifier ce qu'on écrivait dans le texte. Bon. Et Peirce, il a fait rentrer le canteur universel, ce canteur dit universel, il l'a fait rentrer dans le même énoncé. Ça, c'est un énoncé unique. Alors que là, il y avait une coupure. La coupure est pas simple. Bon. Alors avec ça, vous pouvez aussi... la négation. Ah oui, alors on a retenu, ça Madame Claude Imbert le dit aussi très bien, mais elle hurle contre l'usage de ce caractère. Ça a introduit, on a gardé de Frege que ce caractère-là pour dire pour tous les x, ceci est une assertion. Ceci est nécessairement vrai. Bon, ça c'est vrai dans une algèbre de Boole. Hein. Je vous ai montré que
ceci était nécessairement vrai, mais à la condition que vous ayez l'axiome de Boole x2 égale x. C'est x2 égale x qui est l'axiome de Boole. Bon. Voilà. Mais alors vous rentrez dans la coordination, par la coordination, ensuite dans la coordination des concepts, ou des fonctions propositionnelles, on peut les appeler aussi des prédicats, et vous rentrez ensuite dans la quantification ou l'instantiation pour transformer ces fonctions propositionnelles en constantes, pour les transformer en propositions. Une proposition, c'est une constante parce qu'elle doit être vraie ou fausse. C'est l'idée des énoncés apophantiques d'Aristote, vous savez, qui sont vrais ou faux. Bon, là, c'est si on considère les énoncés constatifs. Donc, c'est curieux, parce que quand même, dans le mot apophantique, il y a quand même la notion de la phasis. Hein, et elle est justement, elle va être dans la logique dit en latin, elle va se déplacer dans l'histoire. C'est comme cette histoire de concept et de prédicat. Le discours est malléable et va changer, et pas toujours de la meilleure manière, ce qui fait que c'est assez difficile à étudier, surtout si on veut résoudre des problèmes de logique qu'on n'a pas encore résolus. Parce qu'il y a quand même une inflation du vocabulaire en logique qui montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que moi, vous voyez, je considère que Lacan est un logicien, et que c'est un logicien qui surplombe le XXe siècle, parce que dans ses séminaires et dans ses écrits, il apporte un nombre extrêmement impressionnant de solutions à des problèmes qui font encore aujourd'hui difficulté à beaucoup de logiciens, mathématiciens et logiciens de la philosophie qui n'arrivent pas à s'en débrouiller. Bon, le plus proche de Lacan, c'est peut-être Intica, parce qu'Intica a dit des choses pas mal sur la quantification. Bon, mais même quand on voit les problèmes qu'il y a pathétiques chez Frege, c'est un grand logicien, c'est un type magnifique aussi, mais complètement... il souffre énormément parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un risque de démence, de forclusion, de blocage dans ses façons d'écrire, vous voyez. Et c'est pour ça qu'il écrit quatre articles sur la fonction, l'objet, donc sens et dénotation. C'est tous ces articles qui sont dans les écrits logiques, dans les écrits philosophiques, logiques de Frege. C'est traduit au Seuil là, par Madame Imbert. C'est pathétique de voir qu'il se rend compte qu'il y a un risque. Appeler le concept fonction propositionnelle, c'est quand même... Il y a un risque, ben le risque, si vous voulez, c'est la marmite dans laquelle on est tombé après Turing, c'est-à-dire qu'on s'est jeté dans la marmite de croire que tout ça pouvait être automatique. C'est quand même extraordinaire, quand même. Ça a encore augmenté après 57, après que Chomsky ait montré que justement la langue anglaise n'était pas état fini, qu'on ne pouvait pas la mécaniser, que ce n'était pas un système markovien. Moi, c'est comme ça que je suis rentré dans la lecture de Lacan. Je me suis trouvé à un carrefour, comme ça. Devant moi, il y avait deux voies qui s'ouvraient. Il y avait Chomsky et la grammaire générative, la structure syntaxique. Et ensuite, il va essayer de faire une linguistique avec la grammaire transformationnelle. Mais la structure de surface, elle est arborescente et syntaxique. Mais c'est aussi grâce à toutes ces réflexions qu'il a réussi à montrer qu'on ne pouvait pas mécaniser la langue anglaise. Et l'autre voie, c'était Lacan qui utilise, pour parler de la métaphore et de la métonymie, dans l'instance de la lettre, des formules qui ressemblent à des formules d'algèbre. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Je reconnais que la formulation de Chomsky est très intéressante aussi, mais c'est une voie de garage. Ça l'a conduit d'ailleurs aujourd'hui à faire plus du commentaire que de continuer à élaborer quelque chose concernant le discours. C'est plutôt un commentaire distant qu'il fait. Donc,
qu'est-ce qu'il dit Chomsky? Il formule le problème grammatical comme tel. Ça, vous pouvez connaître ça, vous pouvez savoir qu'est-ce que c'est. C'est de dire qu'une machine, elle pourrait très bien produire toutes les phrases de la langue anglaise, par exemple, mais que justement, vous voyez, c'est pas comme un système de numération par position, elle va en produire trop. Et d'où le fameux exemple de Chomsky que l'on a beaucoup répété, qui dit hein, des idées vertes dorment furieusement. Bon, ça veut dire que le problème grammatical comme tel, c'est qu'une machine, sans doute notre corps a des tendances, je dirais pas mécaniques, parce que moi je suis de l'avis de Canguilhem, c'est pas mécanique un organisme. Mais on est capable de se mécaniser, disons, sur un segment et de produire des trucs systématiques, comme d'ailleurs le calcul, on peut faire du calcul arithmétique. Mais le problème grammatical comme tel, c'est qu'on va produire trop de phrases. Donc une machine qui produirait toutes les phrases, par exemple, du français ou de l'anglais, elle en produirait aussi plein qu'il faudrait rejeter. Donc le problème grammatical devient comment sélectionner. Et là, c'est très intéressant parce que vous voyez bien que c'est en tant que sujet, justement, parce qu'on est allé au bistrot, qu'on a entendu parler de Tartampion, qu'il y a des trucs qu'on trouve plausibles, qu'on va conserver, et puis il y a d'autres choses, par exemple, qu'on va être d'accord pour rejeter. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle les incorporels, et c'est ce qui fait, à mon avis, que c'est ce que les étrangers ne peuvent pas comprendre. Il faut être dans la pratique pour piger ça. Et c'est cette question, c'est ce qui explique ce que nous montre Lacan dans Radiophonie, hein, quand il parle justement beaucoup des incorporels, à propos de l'incorporation. Il dit que le langage tient au corps grâce aux incorporels, et il salue les logiciens d'avoir inventé ça, les stoïciens d'avoir inventé cette notion d'incorporel. Donc vous avez le livre de Breillet sur les incorporels, qui est Chevrin, qui est un bel ouvrage d'un jeune homme, il avait 20 ans quand il a fait ça, c'est vachement bien. Mais vous voyez que ça explique pourquoi Lacan nous annonce que l'inconscient, c'est la condition de la linguistique. C'est un peu provocateur. Pourquoi c'est provocateur? Parce que ses élèves avaient dit l'inconscient est la condition du langage. Et lui, Lacan, il a gueulé, là. Il a dit non, pas du tout. Laplanche et Leclerc, qui avaient parlé de l'inconscient comme condition du langage, il dit pas du tout. C'est le langage qui est la condition de l'inconscient. Mais lui, d'une manière, puisqu'il n'est pas simplement polémique, mais dialectique, il va arriver en 70, dans Radiophonie, à écrire que l'inconscient est la condition de la linguistique. Et comme l'inconscient, pour l'instant, pour qu'un inconscient existe, il faut qu'on le lise, et que comme personne ne lit l'inconscient dans la psychanalyse depuis la mort de Lacan, eh ben, il n'y a plus de psychanalyse, donc il n'y aura pas de linguistique non plus. Et il y a plein de paranoïaques qui pullulent, vous voyez, partout, pour assassiner les gens, en essayant d'assassiner le symbolique en même temps que les corps de leurs victimes. Donc, la situation, elle est assez ridicule, quoi, en fin de compte. Mais c'est parce que certains ont pris des positions, des responsabilités qui sont graves. Hein? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais vous demander si la thèse selon laquelle, à partir du moment où une phrase est grammaticalement correcte, on peut toujours lui trouver un sens. C'est la thèse de Lacan sur cette phrase des idées vertes. Oui, oui. Mais ce n'est pas la même définition, justement. Vous voyez bien que là, il y a un bouger entre la correction chez Chomsky et la correction chez Lacan. Parce que ça a quand même permis ce genre d'exercice. Ça a permis à Chomsky de démontrer que l'on ne pouvait pas fabriquer une machine à traduire, comme l'US Navy le demandait, pour faire de la propagande au Vietnam. Et donc il a gagné le prix, parce qu'ensuite il a exigé qu'on lui verse le prix, puisque l'US Navy voulait une machine qui traduit automatiquement l'anglais en vietnamien pour faire de la propagande, pour pouvoir facilement balancer des tracts en même temps que les bombes sur la gueule des Vietnamiens.
Et Chomsky leur a montré que c'était impossible. Alors, ils ont fini par quand même lui donner le prix. Bon. C'est quelque chose d'un peu militant, mais c'est bien vu. Hein. Bon. Le seul problème, moi, ce qui m'épate, si vous voulez, c'est qu'à partir de là, à partir de ce genre de démonstration, hein, alors 57, ça date de 1957, et ensuite, dans les années qui suivent, toutes les 60, vous avez le fait que justement, c'est dans les 80 qu'on va voir exploser, parce que je passe sur l'anecdote du Minitel, de Giscard d'Estaing, mais l'informatique ménagère, gestionnaire et ménagère, elle était déjà bien en place dans les universités, entre les laboratoires, chez les militaires, et elle est devenue ménagère dans les 80. À partir du moment où on a inventé la souris ou l'écran tactile, il faut toujours, c'est comme pour la bagnole, vous voyez, si vous devez savoir exactement comment marche une voiture pour avoir une voiture, il n'y a pas une grande industrie de masse de voitures. Et le jour où on a bien amélioré tout le mécanisme, avec le changement de vitesse et tout ça, vous voyez qu'on va avoir la voiture qui explose. Et bien c'est la même chose, c'est des facilitations d'usage qui vont permettre des catastrophes symboliques énormes, parce que justement il y a des choses qu'on peut faire, mais il ne faudrait peut-être pas les faire. C'est comme la bombe atomique. Lacan, il considérait que la cybernétique, c'était aussi dangereux que la bombe atomique. Vous voyez ? Donc, pour revenir à votre question sur la correction, vous voyez, il y a des variations. Chomsky n'était pas prêt à s'occuper, même Kripke n'est même pas prêt à s'en occuper des noms des sobriquets. Il le cite dans une note, il appelle ça le nom de baptême. Alors voilà, quand il s'agit des incorporels, des jeux de mots, des mots d'esprit, des noms propres, des sobriquets, on parle de nom de baptême, on se réfère à quelque chose de religieux. Pourquoi ? C'est absolument profane. Le mot d'esprit, vous en avez plein au bistrot, la nuit au hall. Au 19e Frontanier, il disait on fait plus de métaphores dans une nuit au hall que dans une semaine à l'académie. Hein ? Donc, où est la correction ? Moi, je crois que ce mot de correction, il faut faire attention parce que on peut leur trouver un sens, mais des fois, c'est quand même drôlement tiré par les cheveux. Hein ? Et par exemple, l'étymologie de tire-larigot, il y a de quoi rigoler, justement. Parce que tire-larigot, il y a des dictionnaires qui donnent... Non, mais qui disent qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Larigot, dont on tirait le pied, on lui tirait la jambe, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et qu'il s'agissait de tirer Larigot. Bon, tout ça, c'est des fantaisies, vous voyez. Les linguistiques fantastiques existent. Bon. Mais l'inconscient, lui, il relève de la linguistique fantastique. Hein. Aujourd'hui, ce que les journalistes, qui sont des gens très sérieux, conscients de tout, appellent le complot, vous voyez. Dès qu'un mec commence à raconter des histoires parce qu'il a entendu des trucs, il a lu des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux cette fois. Mais n'empêche que c'est pas la peine, c'est pas une raison, disons, de parler des complotistes dès que des gens se mettent à déconner parce qu'ils ont un inconscient. Le problème, ce serait plutôt d'apprendre à lire. Qu'est-ce que c'est que lire dans ces cas-là ? Vous voyez ? Qu'est-ce que c'est que lire ? Qu'est-ce que c'est lire dans le transfert ? C'est la psychanalyse, c'est l'école, c'est apprendre à lire. Et il faut savoir lire pour écrire, contrairement à cette idée naïve qui ferait croire qu'on ne commence à lire que quand il y a quelque chose à lire qui serait écrit. Non, pas du tout. Le roi Gourand dit ça très bien dans le geste et la parole. Et on ne peut pas imaginer un peuple qui invente une écriture s'il ne sait pas lire. Donc qu'est-ce que c'est que lire ? Moi je vous dis que la psychanalyse, c'est Freud qui nous dit nous ne savons pas ce que c'est que lire, et regardons ça de plus près, et on pourrait s'y intéresser un peu plus, au lieu de vouloir nous faire des théories pédagogiques pour l'apprentissage de la lecture chez les enfants à l'école. Voyez-vous, ça devrait intéresser, paraît-il, seulement les instituteurs. Non. Il est très difficile de lire pour chacun de nous et à toutes les étapes et les époques de la vie. Hein ? Et on ne sait pas bien ce que c'est. Ça nous constitue. Nous sommes des animaux comme les autres animaux qui parlons, hein, avec nos postures, nos crachats, nos cris et nos couleurs.
Mais nous sommes avec le symbolique, si vous l'appelez comme ça, d'autres l'appellent le langage, on peut appeler ça. Ça commence avec la langue. Ce qui est sûr, c'est que les langues sont parlées, il y a des sujets qui parlent la langue. Moi, je ne suis pas de l'avis de Milner de dire qu'il s'agit des par-lettres. Parce que les êtres qui parlent, les animaux parlent. Donc, de s'intéresser à l'espèce humaine comme par-lettre, il faut l'écrire à ce moment-là, pas comme être qui parle, mais comme être qui est parlé par la lettre. Au sens où la lettre, l'écriture, nous transforme en marionnettes avec ses filles. Vous voyez ? Donc, Lacan, il a parlé du par-lettre, et on l'a reproduit dans les transcriptions de séminaires comme par-lettre, avec le verbe être. Et moi, je vous propose, je ne dis pas qu'on ne peut pas employer l'expression écrite par lettre avec le verbe être, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il s'agit du par-lettre qui est parlé par la lettre, et c'est la force de l'académisme, justement, qui s'impose partout, pour que Mazarin et Richelieu ont voulu faire croire, et tous les pays modernes ont des académies aujourd'hui, faire croire que le gouvernement, l'État peut gouverner la langue. On fait même des dictionnaires pour ça à l'académie, et on voit bien que c'est une escroquerie monumentale qu'on continue à développer pour que les enfants se tiennent sages à l'école, qui croient que le maître sait mieux que ce que c'est la langue. C'est pas sûr. Et ça produit des ruptures de semblant et des événements un peu catastrophiques. Quand l'enfant s'aperçoit, ou l'enfant ou l'adulte s'aperçoit tout à coup que c'est de la frime, ça fait en général, ça produit une destitution subjective. C'est-à-dire un événement psychique pour Freud, et Lacan, il a ça un acte, un événement. Bon. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ben moi, j'avais une deuxième sous-question, c'est que donc, je mélange dans ma tête syntaxe, logique et grammaire. Lacan dit quelque part, pour aller à l'inconscient, on peut laisser tomber la grammaire, il faut se fier uniquement à la logique parce qu'elle est hors sens. Et mais ça, c'est vous qui racontez ça. Hein, c'est dans l'insu, Oui, d'accord, mais moi, je vous oppose à ce moment-là, on va faire des joutes, hein, parce que non, dans l'étourdi... je ne cherche pas à faire une joute. Non, dans l'étourdi, il dit que l'interprétation analytique n'a aucun intérêt, elle était stupide, même sans l'homophonie, la logique et la grammaire. Oui. La lomophonie. Même qu'elle est apophantique. Non, mais je ne cherchez pas... C'est différent de ce que vous étiez en train de dire. Non. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à ranger? Vous dites que vous, syntaxe, grammaire et logique. Oui, à différencier les trois. Ben écoutez, c'est très facile à différencier. Ça dépend des définitions que vous employez. Regardez, si vous faites comme Milner, vous appelez la grammaire. Qu'est-ce que c'est que la grammaire dans l'introduction à une science du langage, hein? C'est la question grammaticale. Pour lui, c'est ceci se dit, ceci ne se dit pas. Bon. Très intelligent, très astucieux, mais en fin de compte, c'est un peu abusif, parce qu'il y a une raison de ne pas dire ou de dire quelque chose qui n'est pas seulement liée à la correction grammaticale, mais aussi à la pudeur ou à la convenance, vous voyez. Donc déjà, il embrasse trop avec cette définition de la grammaire. Bon. Mais vous avez là quand même, avec la grammaire, vous avez une grammaire. Alors, est-ce que la grammaire, il y a des remarques de Lacan importantes, par exemple, dans Encore, quand il dit on n'aurait jamais fait de grammaire s'il n'y avait pas l'écriture. C'est l'écriture qui donne l'idée de faire une grammaire. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'écriture? Avec l'écriture, on voit apparaître d'abord la syntaxe. Parce que l'écriture, c'est introduire ce qui se fait déjà dès qu'on écoute quelqu'un parler, donc dès qu'on est dans la lecture, moi j'appelle ça lecture, quand on découpe le flux verbal. Vous voyez, si le flux verbal est quelque chose de continu, hein, et le fait d'introduire des coupures, ce qu'on appelle en linguistique des coupes séquentielles, ce que Freud appelle Vernehmungsation, qu'on a traduit par signes de perception. Ce n'est pas des signes de perception, c'est des perceptions qui deviennent signes si c'est coupé. Moi, je vous donne l'exemple de la musique. Le chant, c'est de la parole, c'est du corps, c'est un fluide, c'est continu, et si vous introduisez une flûte avec le souffle, vous allez avoir des trous, et avec les trous qu'il y a sur votre flûte ou votre clarinette, ou les cordes de la guitare, ou les cordes du piano, vous introduisez quelque chose de discret. Donc l'écriture musicale, elle apparaît là. Ça ne veut pas dire que c'est rétrograde de tenter de faire une musique qui serait justement sans écriture, qui serait plus proche de la parole. Vous voyez.
Mais ça résout un certain nombre, des définitions résolvent un certain nombre de vos difficultés. Parce que la syntaxe, c'est le fait de découper et à partir de là, de voir qu'effectivement, on peut s'orienter dans un ordre. Et le mot syntaxe, ça veut dire l'ordre. Donc la syntaxe, c'est seulement l'aspect syntaxique que vous retrouvez même en arithmétique, même en algèbre. L'algèbre, c'est une syntaxe, même en logique. Vous voyez, ça c'est le fruit d'un certain nombre de clauses formatives qui sont des clauses formatives dans les systèmes que Smelian appelle formels, mais moi que j'appelle système d'écriture, parce que je pense que la forme, c'est un mot qu'il faudrait bannir, parce on s'est tellement gargarisé avec formalisation, formel. Pourquoi dire qu'on veut formaliser? Il y a des gens qui disent de moi que je veux formaliser la psychanalyse. Pas du tout. Moi, j'écris dans la psychanalyse, je pratique aussi une écriture, et une écriture même mathématique. Et il y a une syntaxe, hein, et j'invente même une nouvelle syntaxe pour la logique, pour faire le nœud logique. Hein, et que le nœud logique, il est très facile, il ne pose pas de grand problème de nœud. Bon, il est un plongement de la logique classique dans une logique plus grande, dans une algèbre de boucle plus grande. Bon, hein, au lieu d'être uniquement dans Z2, comme ça, hein, Z2 c'est 0,1 avec l'addition et la multiplication. Hein, c'est un anneau de boule, mais celui-là en plus c'est le plus petit, c'est un corps de boule. Et si on plonge cette logique classique, tout ce qu'on fait avec ce 0 et ce 1 dans Z2 puissance n, donc vous avez 0,1 à la puissance n, vous avez plus, et vous avez multiplié. Bon. Là, c'est plus un corps, ce sont des anneaux de boule. Et Guittard a montré qu'à partir de là, on pouvait aussi faire des extensions de corps à partir de Z2, le plus petit, et qu'on obtenait des corps de Galois qu'on appelle comme ça s'appelle Galois field en anglais, 2 puissance n, de caractéristique 2. Alors, vous voyez que le 2 joue un rôle. Hein. Mais ne confondez pas ce 2 qui ici est un élément qui s'appelle caractéristique, c'est-à-dire la caractéristique c'est le nombre qui multiplie n'importe quel élément pour donner 0. Donc l'algèbre de boule, que ce soit la plus petite qui est un corps, ou les anneaux de boule et les algèbres de boule, la structure linéaire, ça c'est quelque chose qui est de caractéristique 2, et les corps de Galois de caractéristique 2 correspondent à des algèbres de boule. Donc ça on peut appeler ça algèbre de boule, si vous voulez, on peut appeler ça AB, 2 puissance n, où il y a des algèbres de boule, le plus grand cardinal que simplement 2. Ici vous avez une toute petite algèbre avec 0,1 seulement. Et je vous ai écrit au tableau les deux formules, hein, du plus et du multiplié. Le plus, c'est